Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour essayer de déconstruire quelques idées reçues sur l'immigration. Elles sont nombreuses, donc forcément, il a fallu choisir. On s'attachera pour ce soir en déconstruire quelques-unes. Alors, si c'est un sujet que vous connaissez bien, peut-être que pour vous, ce sera juste de se rappeler quelques données, quelques définitions. Mais j'ai pris le parti, sachant que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de mots qui circulent, de aussi revenir sur les définitions de ces termes d'immigrés, migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, étrangers, bénéficiaires de la protection subsidiaire, enfin, des termes comme ça peut-être que vous entendez de temps en temps, sans savoir toujours précisément s'il s'agit d'une définition sociologique, d'une catégorie administrative. Donc voilà, j'ai essayé de définir autant que faire se peut tous ces termes au fur et à mesure des temps où on sera amené à les employer. Donc peut-être pour introduire, rappeler cette première chose qu'un certain nombre d'États-nations aujourd'hui dans le monde ont été façonnés par les migrations, que historiquement les mouvements de population font partie d'une longue histoire de l'humanité. On n'a bien sûr pas le temps d'y revenir, mais je pense que c'est important de se dire par exemple qu'un continent comme l'Australie aujourd'hui est composé en majorité de personnes qui à un moment donné ont migré vers l'Australie, à tel point que, en plus des conséquences de cette migration associée à une colonisation, aujourd'hui il n'y a plus que 2% de personnes qui ont dit aborigènes, autochtones dans ce continent. Donc une histoire traversée par la migration, une migration qui est au cœur en fait de deux logiques contradictoires, de deux tensions récurrentes. La première, le fait qu'on a une mobilité croissante qui est liée à l'évolution des techniques, des moyens de transport, des logiques économiques et politiques. On pourrait développer longuement à ce sujet. Il y a un certain nombre d'ouvrages sur la mondialisation, la globalisation qui en rendent bien compte. Et puis, d'autre part, un autre mouvement, là, qui est plus un mouvement qu'on pourrait dire de clôture dans nos sociétés, avec la formation des États-nations et l'affirmation d'une citoyenneté nationale et la progressive, on pourrait dire, monopolisation par ces États-nations des moyens légitimes de contrôler la mobilité des personnes. Et ici, pour ceux qui aiment lire les historiens, je vous renvoie vers l'œuvre magistrale de Gérard Noiriel, et puis celle aussi d'un auteur qui est parfois moins connu, Torpey, sur l'histoire du passeport, qui rend bien compte de ces logiques-là. Donc, je mettrai toutes les références, je pense, à disposition des organisateurs pour que ça puisse être sur la page du Café Citoyen. Dans ce cadre-là, la France est aussi une terre d'immigration, et une terre d'immigration étonnamment depuis plus longtemps que ses voisins dans le continent européen. Il y a un certain nombre de logiques démographiques, politiques, sociales qui expliquent ça. La France a tardé, par rapport, par exemple, aux États-Unis, à se penser comme une terre d'immigration. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre, depuis les années 1980, le moment où elle a commencé à se penser comme terre d'immigration, il y a un certain nombre de productions scientifiques qui sont assez conséquentes sur cette histoire, sur les dimensions sociologiques, géographiques de cette immigration. Mais le modèle qu'on pourrait dire individualiste républicain, cette idée que la France, c'est le rapport d'un citoyen à son État et qu'il faut effacer les affiliations à
affiliation religieuse, affirmation à un territoire d'origine, qu'il soit régional hein, ou qu'il soit d'un autre pays. Ça a longtemps fait qu'il y a eu une forme d'œillère par rapport à cette histoire d'immigration. Un autre élément aussi par rapport à cet aveuglement sur cette histoire, ça peut être aussi le fait qu'on a eu plutôt, par exemple en sociologie, une approche marxiste, donc plutôt autour des classes sociales, et donc on tendait à moins appréhender cette question des immigrés. Alors, justement, l'immigré étranger migrant, quelle distinction peut-on faire? Donc la notion d'étranger, pour commencer peut-être par ça, l'étranger c'est celui qui est, on pourrait dire étymologiquement, en dehors, du dehors. Donc c'est celui qui est en dehors de quoi? Celui qui est en dehors de la communauté des nationaux. C'est celui qui n'a pas la citoyenneté nationale. Donc aujourd'hui en France, pour celui qui n'a pas une double nationalité, on va dire, c'est celui qui n'est pas français, qui va être allemand, anglais, turc, arménien. On peut multiplier les nationalités d'appartenance des étrangers. Alors, le fait d'être étranger, c'est donc un attribut juridique de la personne. C'est posséder une citoyenneté nationale. Autrement dit, on est étranger, mais on peut ne plus être étranger. On peut acquérir la nationalité française, et ça, c'est le processus de naturalisation qui parfois peut être confondu avec la régularisation, mais c'est bien deux choses différentes. L'étranger qui n'a pas de titre de séjour va être régularisé, et l'étranger qui possède un titre de séjour peut prétendre à appartenir à la communauté nationale du pays où il réside et faire une demande de naturalisation. Il y a aussi différentes situations qui permettent d'acquérir la citoyenneté, être conjoint d'un Français. Donc on pourrait énumérer ces éléments. Donc, et on peut d'ailleurs être étranger et ne pas être immigré. C'est-à-dire on peut être né étranger sur le sol français et plus tard acquérir, souvent de droit, la citoyenneté. L'immigré, lui, c'est celui, alors longtemps ça a été une catégorie dans le langage courant aussi, immigré, celui qui migre, mais l'immigré, c'est celui qui, aujourd'hui, dans la définition statistique, est né étranger à l'étranger et réside en France. Et on va parler de l'immigration, donc des personnes qui sont nées étrangères à l'étranger, qui ont immigré en France, et puis qui peuvent, pour certaines, à un moment donné, devenir françaises. Donc c'est un élément important, c'est-à-dire que autant on peut ne plus être étranger, autant quand on est immigré, on reste un immigré de fait. Ça veut dire qu'à un moment donné de sa trajectoire, enfant, adulte, on a migré. Donc les définitions tentent à se stabiliser, j'ai envie de dire, et cette notion d'immigré, elle a été entérinée par le Haut Conseil à l'intégration en 1990, et aujourd'hui, dans la statistique publique, c'est une catégorie qui est stable et qui permet aussi un certain nombre de comparaisons à l'échelle de la population. Migrants, alors aujourd'hui on parle beaucoup des migrants. En même temps, on pourrait dire que c'est un peu un symptôme de ce qui se joue dans nos sociétés. On parle beaucoup de migrants. Migrant, c'est celui qui finalement n'est pas encore comme l'immigré. L'immigré, finalement, il est arrivé, on pourrait dire. Il s'est stabilisé dans une résidence, une condition de résidence. Le migrant, c'est celui qui est en migration. Et aujourd'hui, on parlera de la crise de l'accueil dans la séance suivante. Le migrant, c'est celui qui parfois est
bloqués, en transit, dans des conditions d'accueil qui peuvent être indignes, défavorables, et qui parfois aimeraient se stabiliser mais ne le peuvent pas encore. Donc vous serez amené sans doute à réaborder cette notion qui, elle, est plus une notion dans le langage courant. Alors, beaucoup d'idées reçues entourent les discours sur les immigrés. Comme je le disais, ici je vais m'attacher à quelques-unes, notamment tout ce qui est autour des travaux qui ont été produits par des démographes, et puis autour de est-ce que finalement on peut parler d'un grand remplacement possible, ce qui peut faire un petit peu peur parfois dans les médias, qui est agité, avec des termes comme invasion, flot, afflux, qui sont assez significatifs. Je vais aussi parler de la question de cette fameuse phrase de Rocard, est-ce qu'on la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Souvent on oublie la seconde partie, mais voilà, cette phrase continue un peu d'être souvent remobilisée. Alors est-ce que finalement la France accueille toute la misère du monde quand on parle d'immigration? Je trouve qu'il y a des éléments à rappeler qui sont intéressants d'un point de vue statistique. Et puis dans la seconde partie, je m'intéresserai plus à ces personnes avec lesquelles moi je travaille davantage dans mes enquêtes par entretien, des personnes donc en demande d'asile qui cherchent à obtenir le statut de réfugié. Avec là aussi des idées qui peuvent être présentes comme les demandeurs, il y a beaucoup de faux demandeurs d'asile ou de faux réfugiés. C'est des choses qu'on entend parfois. Donc revenir un peu sur la complexité des procédures, sur les inégales ressources pour essayer d'obtenir ce statut de réfugié, comment ça se passe, que vous ayez un petit peu peut-être ces éléments clés, si c'est des éléments que vous ne connaissez pas, parce que vous n'avez peut-être pas tous accompagné des personnes. Puis je serais ravie d'échanger du coup après sur certains éléments. Donc, première chose, peut-être revenir sur ce constat, ce fait, parce que la migration, de fait, c'est une partie assez minime de la population mondiale qui est concernée. Donc on a une population qui est quand même majoritairement sédentaire, qui ne traverse pas les frontières nationales, et en même temps, depuis les années 80, il y a un fait qui est effectivement que l'immigration, la mobilité humaine tend à croître. Donc, premier élément, premier fait, on a un accroissement des migrations dans le monde. Ça concerne quelle part de la population? Je pense que c'est toujours important de le rappeler. On a passé le seuil des 3%, aujourd'hui on a 3,4% de la population mondiale qui est immigrée. Ça veut tout de même dire qu'on a 96% de la population qui demeure sédentaire. Donc ça c'est important à rappeler. En 2007, ça concerne donc 258 millions de personnes. Alors je vous le disais, et la courbe de ce graphique, qui est fait à partir de... Oui, vous voyez bien, ça va? Ouais. Donc, alors j'aime bien toujours mettre des graphiques quand même, je trouve que ça permet de mieux se représenter les choses. Alors sachez qu'en plus, sur ce site, si jamais vous êtes intéressé, vous voyez à droite, vous pouvez sélectionner le pays, ça vous permet d'avoir... c'est un site interactif, donc après quand vous irez, vous pourrez, en fonction de votre intérêt, aller voir de plus près en fonction des pays d'origine. Donc, une population en augmentation, l'accélération elle se fait à partir des années 80, on va revenir sur quelques facteurs. Donc une population qui était de 153 millions en 1990,
Et on voit, il y a donc eu une progression importante. Alors, ces personnes, hein, c'est quand même très lié à l'urbanisation, ces personnes vivent pour beaucoup, hein, un cinquième, dans des grandes métropoles, et donc un cinquième vit dans les 20 plus grandes métropoles. Donc ça, c'est voilà, il y a quand même une logique qui est importante à rappeler en termes géographiques, spatiales, dans ces dynamiques. En même temps, il paraît important, avant qu'on examine ces facteurs de mobilité, de rappeler qu'il y a aussi de nombreux facteurs d'immobilité, hein, que ces facteurs ils sont d'ordre, on pourrait dire, psychologique, de l'attachement à ses proches, à un territoire, mais aussi économique, du coût de la migration, hein, de ce qu'elle entraîne. Ce sont donc des éléments qu'il importe toujours de rappeler, pas uniquement donc de rappeler la configuration propice à la mobilité. La personne je trouve intéressant toujours à rappeler, qui essaye de faire une synthèse sur ces mobilités à l'échelle mondiale, c'est Catherine Witold Wendel. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup dans la presse, qu'on voit intervenir. Il y a aussi, je pense, des conférences d'elle qui sont en ligne. Et elle essaye justement d'avoir ce point de vue un petit peu plus macro pour rappeler tous les éléments qui font qu'il y a précisément depuis les années 80 une accélération de cette mobilité humaine. Alors le premier facteur qui est déjà là, j'ai envie de dire, au XIXe siècle, hein, quand on parle de la mobilité, par exemple à l'échelle du territoire français et dans les migrations en France qui viennent des pays voisins, hein, on pense notamment à la Belgique, c'est la question de l'urbanisation rapide, des besoins de main-d'œuvre, du développement et des inégalités territoriales, hein, qui peuvent exister. Donc là-dessus, il y a une approche assez connue et assez développée par les économistes, très néoclassique, où on tend à insister sur les différentiels de salaire, tout ça contribuerait au maintien de l'équilibre. En même temps, et dans le champ de l'économie et dans le champ de la sociologie, d'autres auteurs ont par la suite bien mis l'accent sur toute la dimension collective, hein, qu'il importe de prendre en compte. Ce n'est pas juste un acteur rationnel qui fait un calcul, hein. Il y a bien d'autres dimensions qui vont expliquer la migration, mais de fait, le fait qu'il y ait des inégalités structurelles, qu'il y ait un marché économique parfois dual, avec de l'économie formelle, informelle dans certains pays, tout ça peut alimenter effectivement la migration. Et cette division internationale aussi, hein, du travail. Donc là-dessus, on pourrait s'apesantir longuement, mais c'est un sujet en soi très riche. Deuxième élément qui semble important de rappeler, le développement des moyens de transport. Donc au XIXe siècle, c'est le rail qui va être déjà un accélérateur. Par la suite, hein, il y aura les transports routiers, aériens, qui seront d'autres éléments qui contribueront à cette accélération de la mobilité. Troisième élément, la circulation de l'information, et justement, hein, ces 20 dernières années, j'ai envie de dire, il y a eu un accroissement avec les nouvelles technologies qui est important de prendre en considération. Autre élément, les évolutions géopolitiques. On sait que en fonction de conflits, on a des mouvements de population souvent importants. On l'a vu encore dernièrement avec le conflit syrien qui perdure. Mais dans l'histoire, ça peut être aussi la fin, par exemple, qui a été vraiment un élément crucial dans cette accélération dans les années 80, la fin du mur, hein, la chute du mur, qui, à un moment donné, justement, a contribué à une circulation plus importante de l'Est vers l'Ouest de l'Europe. Autre élément rappelé par Witold Wendel régulièrement et qui renvoie à ce qu'on disait en introduction sur ce rôle de l'État dans la possession des moyens légitimes de contrôler la mobilité humaine, donc le fait d'avoir une démocratisation du droit de sortie.
C'est-à-dire que l'État est aussi celui qui peut ne pas délivrer de passeport. Et de ce fait-là même, aujourd'hui, empêcher des citoyens de passer les frontières. Donc, de ce point de vue-là, le mouvement qu'on a vu à partir des années 80, c'est une forme de démocratisation, qui n'est pas aboutie bien sûr, du droit de sortie, mais avec une plus grande délivrance justement de ces éléments qui permettent, de ces papiers qui permettent de circuler au-delà des frontières. Encore un autre élément, et c'est en ça que la migration est un phénomène complexe, hein, et un fait social, j'ai envie de dire complexe, c'est les liens historiques qui existent entre États, hein, qui vont faire qu'il y a une tradition. Alors on pense à la question de la colonisation et du lien particulier, bien sûr, qui peut exister avec les anciennes colonies des pays de destination, du coup. Et alors ça, c'est plus d'un point de vue, on pourrait dire, macro, hein, enfin, social. Et puis, à des niveaux, si on va plus à l'échelle des individus, de leur réseau, il y a aussi tout un tas de travaux qui montrent bien l'importance de ce qu'on appelle en géographie les chaînes migratoires, donc de ces réseaux qui se structurent, se sédimentent dans l'histoire et auxquels les individus vont avoir accès. Alors, toujours rappeler quand même que ces réseaux, ils sont stratifiés, autrement dit, que là aussi peuvent se rejouer des rapports de domination, hein, entre les individus en fonction de leur position, de leurs ressources économiques, sociales, et que ces réseaux sont à la fois des éléments importants, souvent au moment de l'accueil, hein, parce qu'ils peuvent être des supports de solidarité, mais qu'il y a aussi parfois des logiques d'exploitation, hein, qu'il ne faut pas non plus minorer. Alors, est-ce que la France accueille toute la misère du monde ? Donc, dans cette phrase-là, il me semblait que finalement, se rejouent beaucoup des questions, des petites phrases qu'on entend régulièrement venir interroger, hein, dans des articles, dans les médias. Alors, premier élément, il m'a semblé intéressant de revenir sur les travaux récents de Errand. Hein. Alors, ça a été médiatisé, vous avez peut-être lu un certain nombre de choses. Je pense que si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir sur le site, hein, institutionnel de l'INED et aller voir Population et Société. Il y a un 4 pages qui reprend bien. Il y a aussi un article dans le site La vie des idées de sa part. Dans ces conférences au Collège de France aussi qui sont médiatisées, vous pouvez les avoir en podcast, donc vraiment il y a une richesse des travaux. Donc Errand s'est attaqué, alors lui il est démographe, ce que je ne suis pas, hein, donc je reprends ici ses travaux. Il s'est attaqué à cette idée qui avait été développée par Stephen Smith d'une ruée vers l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée d'une ruée vers l'Europe ? C'est l'idée que d'ici 2050, il y aurait 1/5 de la population qui serait d'origine africaine. Autrement dit, qu'il y aurait une forme de... Et donc en ça, hein, ça vient épouser aussi tout un courant dont vous avez peut-être entendu parler, hein, qui parle d'un grand remplacement des populations. Donc il y a aussi une approche très racialisante, hein, qu'il s'agit de déconstruire dans cette théorie. Et François Errand se dit, bon, revenons aux faits et essayons de mettre un petit peu de clarté dans ce débat par rapport à ces chiffres qui nous sont annoncés et qui peuvent inquiéter certains individus. Ce qu'il montre, c'est déjà l'idée de départ. Donc l'idée de départ qui a avancé, c'est que certains pays, comme vous le savez, ne sont pas au même stade dans la transition démographique, donc les niveaux de fécondité ne sont pas les mêmes, et notamment en Afrique subsaharienne, il y a une fécondité plus importante. De ce fait, l'Afrique subsaharienne représenterait 14% représente 14% de la population mondiale et elle passera à 22% en 2050. Et quoi ? Et de ce fait, elle libérerait quelque part une force vive qui serait amenée à émigrer. C'est un petit peu l'idée, hein,
qu'il y a derrière. Alors, François Héran revient là-dessus et du coup va relativiser ces perspectives ou cette projection qui était mise en exergue et qui a pu faire aussi l'objet d'une reprise dans des discours politiques. Première chose, c'est que les pays les plus féconds, quand on regarde comment les choses se jouent, n'émigrent pas vers les pays les plus féconds, n'émigrent pas vers les pays les moins féconds. Donc si on regarde par exemple comment les choses se jouent aujourd'hui, en s'appuyant sur les données démographiques, c'est plutôt l'inverse. La part est très très faible dans les pays très féconds qui seraient amenés à émigrer vers les pays avec un indice inférieur à un indice conjoncturel de fécondité inférieur à 1,7. Deuxième chose, c'est que ces pays-là, qui sont souvent des pays avec un indice de développement humain moins important, confinent plutôt l'immigration. Quand on regarde les travaux d'économistes, s'il y a des économistes ici, ils sauront davantage peut-être préciser ces éléments que moi, mais les pays avec un indice de développement humain faible ne sont pas les plus grands contributeurs à l'émigration. C'est ce qu'il faut dire. L'émigration, elle se libère plutôt à un moment donné, quand on regarde les statistiques, pour des pays avec un indice de développement moyen. Donc, ces projections doivent être tempérées par le fait que, précisément, les pays qui sont ici visés, l'Afrique subsaharienne, sont plutôt, pour le moment, dans une situation de pauvreté qui confine l'émigration. Enfin, les migrations sont plutôt sud-sud. Et qu'il faut toujours avoir en tête, et on le verra aussi pour la question des réfugiés, que migrer, souvent, c'est d'abord migrer proche, de manière proche, dans les pays environnants, déjà dans les régions environnantes. Il y a des migrations internes au pays, et puis ensuite dans les pays du pourtour. Donc ça, c'est un élément qui est particulièrement important pour déconstruire ces aspects-là. Donc on pourra revenir après sur les éléments statistiques, mais il ne s'agit pas non plus de donner trop de chiffres. Ensuite, ce terme de ruée, de manière générale, il convient mal, j'ai envie de dire, pour parler des migrations. Dans un autre article, François Héran parle d'infusion. Si on devait parler de la migration, ce n'est pas une invasion, c'est plutôt une infusion lente. Voilà. C'est comme ça que ça se produit. Et si on regarde l'histoire de la France, c'est bien ainsi que ça se joue, par strates et historiquement. Alors aujourd'hui, peut-être pour avoir une idée, d'une part de cette stabilité, vous voyez ici, pour l'Union européenne, les permis de résidence qui sont délivrés pour la première fois dans l'Union européenne. Alors on pourrait revenir sur tout ce qu'il y a à déconstruire dans les statistiques. On n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais ce qui est important de voir, il me semble, c'est cette relative stabilité. 2016 étant une année un petit peu particulière, parce que justement, vous allez en parler la prochaine fois, il y a eu beaucoup de personnes en demande d'asile, et donc, du coup, la part des personnes qui sont concernées, donc en bleu clair, par autres, et donc, en fait, c'est beaucoup, justement, la question des protections subsidiaires, des protections humanitaires ou du statut de réfugié, selon le statut que les personnes ont pu avoir, est plus importante cette année-là. Mais de manière générale, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un relatif équilibre dans les motifs de délivrance des permis de séjour, avec la question de la famille. Ici, ça renvoie au regroupement familial, dont je rappelle qu'il est un droit fondamental et non pas une immigration subie. Il s'agit bien d'un choix de société dans une démocratie.
Et donc remettre en cause le regroupement familial en tant que tel, il faut bien se dire que c'est remettre en cause des conventions internationales et un droit qui a été reconnu dans les années 70 par le Conseil d'État. Deuxième élément, l'éducation. Alors l'éducation, ça fait partie des mobilités à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale qui aussi tendent à accroître depuis les années 80, accroître parce qu'elles sont encouragées par la démocratisation de l'enseignement de manière générale, accroître parce qu'elles sont aussi encouragées par des politiques publiques, si on pense à Erasmus ou à des accords bilatéraux qui peuvent être passés avec des États, qui sont aussi encouragées par la concurrence entre les établissements, qui vont eux-mêmes avoir leur propre démarche pour aller recruter des étudiants, alors plutôt des étudiants solvables. On pourrait aujourd'hui parler de la récente réforme qui est faite sur les droits des inscriptions des étudiants étrangers, et des migrations étudiantes qui correspondent aussi, j'ai envie de dire, à une évolution du marché du travail où la mobilité est exigée, le fait de maîtriser plusieurs langues, etc. L'emploi, non, il n'y a pas d'immigration zéro, de fait. Si on regarde les statistiques sur la longue durée, on n'a pas eu une fermeture. La migration de travail reste une part importante des migrations et il y a bien des secteurs d'emploi, alors soit hautement qualifiés, soit dans une économie légale mais dans des travaux qu'on dit déqualifiés, subalternes, ce qu'on appelle en Angleterre les 3D jobs parce que dirty, dull, dangerous. Et du coup aussi dans une économie informelle, alors selon les pays, cette part de l'économie informelle, elle est plus ou moins importante. Dans cette économie informelle ou travail au noir, on a des personnes en situation irrégulière, souvent, mais pas que. Ça aussi, il faut le rappeler. Et enfin, autre, ça correspond à diverses situations et on sera amené à aborder ces éléments-là par la suite. Ça va, je suis pas trop long ? Non. Alors, concernant la France. À la France, si on doit se pencher sur la question de la France, pareillement, on va faire le même constat, à savoir qu'il y a des entrées en France qui demeurent relativement stables depuis plusieurs décennies. Que les immigrés ne viennent pas tous des pays du Sud, si on renvoie à cette question de la France accueille toute la misère du monde, bien au contraire, et des migrants qui sont souvent dotés d'un capital scolaire, d'accord, et sans parler du capital économique, dont on pourra dire un mot. Donc ici vous avez un exemple, parce que j'ai pris ces premières 2014, j'ai essayé de prendre des publications où les statistiques avaient été consolidées et étudiées de ce point de vue-là par une équipe de statisticiens. Donc ici vous avez l'évolution du nombre d'entrées d'immigrés depuis 2004 par continent de naissance, l'ensemble des entrées avec une légère hausse, mais globalement on est quand même toujours dans des fourchettes autour de 200 000. Vous voyez, je pense qu'il est intéressant de rappeler, que parfois on n'a pas en tête, c'est que c'est la migration en Europe, en provenance d'Europe, de pays d'Europe, qui est la plus importante. Alors ça c'est une logique aussi à l'échelle mondiale, et ça renvoie à ce qu'on disait, c'est que de fait les migrations sont souvent dans une ère régionale, c'est un élément quand même important à rappeler. Alors les sorties, parfois, juste pour le rappeler, sont plus difficiles aussi à connaître parce qu'elles sont moins bien comptabilisées que les entrées. Et puis sur ces entrées, il faut savoir que les entrées, souvent c'est le premier titre délivré, mais ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas là depuis un peu plus longtemps. Donc là aussi, il y a
des éléments où il faut prendre ces statistiques toujours avec prudence. Et le nombre des personnes en provenance d'Europe est en augmentation. Je pense que c'était aussi un élément important à rappeler. Donc après, vous avez pour du coup ces entrées. Donc ça change d'une année à l'autre, mais pas tant que ça. Parce qu'ici, on est vraiment sur des flux qui viennent alimenter un stock de population. Donc là, on est sur une année, mais c'est une photo à un moment donné des entrées. L'âge moyen est de 28 ans. Une migration qui est toujours plus féminine, ça c'est ce qui se confirme quand on regarde les statistiques. On a bien aujourd'hui une migration qui n'est pas celle qu'on peut se représenter comme celle des années 70, du travailleur immigré qui vient travailler dans la mine à l'usine, qui est un homme jeune, alors pas toujours jeune, ça aide l'a montré au début d'ailleurs, c'était plutôt le père de famille en qui on avait confiance qui partait le premier. Mais voilà, une immigration d'hommes, bon, non. Aujourd'hui, la migration est aussi féminine et pas que du fait du regroupement familial. Donc ça, c'est important de le savoir. Des personnes qui sont diplômées, si on regarde justement pour cette année qui a été étudiée en 2012, 63% de ces personnes à qui sont délivrés des premiers titres de séjour avaient un niveau bac ou plus. Donc ça n'est pas rien. Et si on regarde des statistiques qui ont été faites, souvent, quand on regarde par génération, les générations les plus récentes présentes parmi les immigrés sont plus dotées en capital scolaire. Et donc 40% avaient un emploi dans ces premiers permis de résidence. Autre élément, toujours dans ces idées reçues qu'ont combattu les démographes. Donc là, l'AERAN aussi a travaillé là-dessus dans un autre papier qui avait été publié il y a plusieurs années, en 2005, autour de l'immigration irrégulière. Donc il y a souvent l'idée, là pareillement, d'une espèce d'afflux énorme, et puis qu'on n'arriverait pas du tout à comptabiliser. De fait, on peut avoir des estimations. C'est ce qui rappelle. Et ce n'est pas une immigration innombrable. Donc, peut-être rappeler en premier lieu que être sans papier ou être dans l'irrégularité au séjour, ça correspond à différentes situations. Ça peut être qu'on arrive effectivement sans posséder les papiers adéquats, donc on entre en situation irrégulière. Et justement, par exemple, pour les personnes qui demandent une protection internationale, on ne peut pas leur opposer ça. Parce que précisément, c'est ce qui était arrivé pendant l'entre-deux-guerres et qui a fait réfléchir à la Convention de Genève à inscrire le non-refoulement des personnes demandeuses d'asile. Donc on peut entrer effectivement en situation irrégulière et puis finalement faire sa demande d'asile et puis obtenir un titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour le temps de sa demande d'asile. On peut aussi tomber dans l'irrégularité. C'est souvent le cas. Donc par exemple, on ne fait pas renouveler suffisamment à temps sa carte de séjour, où on a fini ses études, on est dans une période de latence, où on veut obtenir un emploi. Donc il y a différentes manières finalement d'entrer dans l'irrégularité au séjour. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. On l'a dit précédemment, donc j'y reviens pas, mais autour de cette question de l'immigration irrégulière, souvent on associe sans papier, travail au noir. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, le fait d'être en situation irrégulière peut être un élément qui met dans une condition de vulnérabilité, j'ai envie de dire, qui fait que vous allez plus facilement être dans le travail informel. Mais il y a aussi des personnes en situation régulière qui participent de cette économie informelle. Donc ça, c'est important toujours de l'avoir en tête. Toutefois, effectivement, il y a une demande qui est importante parce que quand on regarde, ce sont un certain nombre de secteurs précis
qui emploie les personnes en situation irrégulière dans l'économie informelle, le BTP, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, le travail domestique et agricole. Donc voilà, on retrouve une concentration dans ces secteurs-là. Alors, souvent, ce que souligne Errand, c'est qu'il y a une surestimation du nombre de sans-papiers. Alors lui, à l'époque, il s'appuyait sur la question des régularisations. Et il se disait, en même temps, il y a quand même moyen d'estimer, quand on a eu des moments dans l'histoire, comme en 1982 ou en 1997, où on a donné la possibilité de déposer un dossier de demande de régularisation, on a pu comptabiliser des dossiers, des personnes, des profils qui, du coup, étaient en situation irrégulière. En 1982, c'était 132 000 personnes qui ont été régularisées collectivement. En 97-98, c'est 90 000, je crois, personnes qui ont été régularisées de fait sur 130 000 demandes. Mais ça donne quand même un ordre d'idée. En tout cas, pour ces années 80-90, on peut se dire, alors bien sûr c'est approximatif, ça n'est qu'une estimation, mais qu'il y avait autour de au moins 130 000 personnes en situation irrégulière. Mais ces 130 000 personnes, ça ne veut pas dire 130 000 entrées, comme il le rappelle. C'est des personnes qui sont arrivées au fur et à mesure des années, dont certaines étaient en France depuis de nombreuses années. Et donc ça ramène à une estimation beaucoup moins importante le nombre d'entrées irrégulières qui se fait, sachant qu'en plus, un certain nombre de personnes peuvent repartir aussi ou être régularisées. Donc ça, c'est juste pour quelques éléments. Alors, autre élément, et qui sera approfondi, je pense, de manière très précise dans ce que Yves Pascaud va vous dire sur la question de la relocalisation. On pourrait en parler un peu, mais du coup, ce serait dommage si vous pouvez aller écouter Yves Pascaud. Donc, est-ce qu'il y a eu un accueil sans précédent des réfugiés depuis 2015 ? De manière générale, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un accueil sans précédent des réfugiés en Europe et en France? Alors, peut-être une petite précision autour de ces réfugiés, de ces déracinés. Alors aujourd'hui, on peut distinguer, et c'est les personnes dont je vais vous parler après en vous montrant la cartographie qui a pu être faite par des géographes. Donc, d'un côté, on a les bénéficiaires de la protection internationale. Les bénéficiaires de la protection internationale, ça veut dire qu'ils ont franchi la frontière. C'est ça qui est important d'avoir en tête. C'est qu'à un moment donné, ils ont fui et ils ont réussi à franchir cette frontière. Ces bénéficiaires de la protection internationale, ils peuvent avoir le statut de réfugié. Dans ces cas-là, ils relèvent de la Convention de Genève de 1951, le plus souvent, qui est signée par un certain nombre de pays. Donc c'est le fruit d'un long processus qui a abouti à, comme disait Arendt, au fait du droit d'avoir des droits, qui protègent du coup des menaces de persécution pour un certain nombre de motifs. On pourra y revenir. Ces personnes, ça peut être aussi des personnes qui fuient des traitements inhumains et dégradants, un conflit généralisé, et qui ne vont pas avoir le statut de réfugié, mais en Europe, mais la protection subsidiaire, par exemple. Donc voilà, on a différentes formes de statut, mais qu'on ait la protection subsidiaire ou le statut de réfugié, à un moment donné, on a réussi à sortir de son état et on a la protection d'un autre état. C'est ça qui est important d'avoir en tête. En 2017, on comptait, l'UNHCR, l'organisme des Nations Unies, comptait 21 millions de réfugiés. À ces personnes, que l'UNHCR appelle souvent les déracinés, il faut toujours ajouter aujourd'hui les déplacés internes. Pourquoi? Parce que justement, ces déplacés internes, eux, ont vu leur nombre augmenter encore plus ces 20 dernières années. Et
Aujourd'hui, enfin 2016, donc à peu près à la même période, hein, ils sont 40 millions. Donc ça donne une estimation du nombre de personnes qui à un moment donné sont contraintes de fuir, mais sont cantonnées dans leur pays. Et à la différence, certains vont pouvoir avoir une protection par l'UNHCR, mais ce n'est pas le cas de tous. Ça dépend aussi de la configuration politique du pays où ils se trouvent. Alors cet accueil des réfugiés et des déracinés dans le monde, si on reprend quelques chiffres de l'UNHCR, là aussi le site de l'UNHCR propose un certain nombre d'éléments qui peuvent être intéressants d'aller apprécier. Donc où sont accueillis les déracinés? Donc c'est pour ça que j'ai parlé des déracinés de manière générale. On voit que 17% seulement sont accueillis en Europe. Et ils sont originaires d'où? Du Soudan du Sud, de l'Afghanistan, de la Syrie principalement. 1 sur 2. Donc c'est important aussi d'avoir en tête que voilà, il y a des foyers desquels des personnes fuient justement. Et ces personnes qui fuient de ces pays, bien souvent, elles vont non pas aller vers l'Europe, mais être accueillies dans les pays, le plus souvent les pays frontaliers. Donc on sait que par exemple, et je pense que Yves en parlera, le Liban, la Turquie, la Jordanie ont principalement accueilli les réfugiés syriens, et que les réfugiés syriens, il y a aussi toute une partie qui est déplacée à l'intérieur du pays. Donc avoir toujours ces dimensions-là en tête. Et c'est ce que symbolise bien cette carte, donc, qui est faite à partir des sources du Haut Commissariat des Nations Unies, qui rassemble à la fois les personnes réfugiées, mais aussi ces déplacés internes. Et si on s'intéresse au sort de ces déracinés de manière générale, on s'aperçoit qu'il y a quand même un arc dans l'accueil de ces personnes, et que cet arc n'est pas en Europe, bien au contraire. Il est dans les pays où bien souvent l'indice de développement humain, si on reprenait ces termes, est soit faible, soit moyen. Donc c'est pareil, je donnerai toutes les références pour que vous puissiez aller regarder plus en détail si ça vous intéresse ces éléments cartographiques. Et c'est ce qu'on appelle donc l'arc des réfugiés. Donc on a bien un accueil mondial inéquitable, une solidarité envers ces déracinés qui, du coup, est largement inégalitaire. Alors c'est l'UNHCR souvent qui, dans ces pays-là, coordonne l'activité d'assistance avec du coup des coopérations avec des grandes ONG internationales et des ONG locales. Donc ça aussi, c'est des éléments sur lesquels on pourrait revenir. Alors, pour arriver à ce sur quoi moi je travaille plus précisément, j'ai mené des entretiens avec des demandeurs d'asile, je les ai accompagnés dans leur parcours pendant plusieurs années. Le système a évolué d'ailleurs depuis, on pourra y revenir dans les échanges. Mais déjà, quand j'ai commencé mes recherches dans les années 2000, les problèmes étaient posés en ces termes. Autrement dit, on parlait beaucoup de faux réfugiés, de détournement de la procédure d'asile. Donc, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut en dire? Premièrement, que pour être réfugié, effectivement, il faut correspondre à des catégories d'État. Et que tout le monde ne correspond pas, effectivement, à ces catégories d'État. Donc, effectivement, il y a des motifs de migration pluriels, et certains sont reconnus, d'autres non. Et aujourd'hui, le fait même que pour pouvoir entrer, il faille, pour pouvoir bénéficier du principe de non-refoulement, à un moment donné où il y a des difficultés accrues de par les politiques de surveillance des frontières et les politiques d'externalisation de l'Union européenne en matière de contrôle des flux migratoires. De ce fait-là, effectivement, parmi les personnes qui vont passer et chercher à bénéficier du principe de non-refoulement, parce qu'elles fuient des situations qu'elles jugent légitimes de fuir, mais qui ne seront pas forcément reconnues légitimes aux yeux des institutions,
de fait, effectivement, il peut y avoir des personnes qui ne correspondent pas au motif de la Convention de Genève, c'est un fait. Mais le fait que ces voies légales pour entrer soient plus restreintes est un élément même du questionnement à prendre en compte. Demander l'asile, il faut toujours se dire, deuxième point, que ce n'est pas une chose évidente. Je faisais un entretien la semaine, il y a une semaine, 10 jours, avec une personne qui était arrivée dans les années 90, qui fuyait la guerre du Liban, et qui me racontait, on parlait d'autre chose, de son engagement bénévole, elle me racontait comment elle avait cherché à tout prix à ne pas déposer une demande d'asile. Parce qu'elle ne se voyait absolument pas dire à son père, quand il lui dirait « Mais qu'est-ce que tu fais en France? Je suis demandeuse d'asile. » Donc elle avait trouvé d'autres moyens. À l'époque, elle avait réussi à se faire embaucher. Elle avait une compétence juridique, un réseau qui lui a permis de se faire embaucher dans une multinationale. Elle avait fait des études, elle était avocate d'affaires. Mais c'était très intéressant de l'entendre spontanément exprimer une forme presque d'indignité de ce statut de demandeur d'asile. Donc, ce détournement de procédure, il ne serait pas tacite non plus. J'ai envie de dire, pour un certain nombre de personnes, au regard d'autres considérations. Et en plus, elle aurait pu légitimement rentrer dans les catégories de la Convention de Genève de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une première chose. L'autre élément, c'est que profondément, quand on s'intéresse au système, et je vais présenter, pour ceux qui connaissent, ce sera des éléments qu'ils connaîtront bien, mais pour ceux qui connaissent moins, ils envisageront la réalité de la procédure. Ça, c'est la procédure en France pour demander l'asile. Donc, quand vous arrivez en France, que vous êtes demandeur d'asile, que vous cherchez à obtenir une protection internationale, vous allez avoir à vous approprier cette procédure. Mais ça, c'est seulement pour l'évaluation de votre demande d'asile. Ça veut dire que parallèlement, je pourrais faire ces schémas-là aussi pour l'accès à une protection sanitaire, la CMU, auquel vous avez le droit en tant que demandeur d'asile, pour l'accès au dispositif national d'accueil via l'OFI, donc pour avoir un foyer, espérer avoir plutôt, puisqu'il y a un nombre insuffisant de places, espérer avoir, en tout cas poser sa demande pour avoir une place dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. À chaque fois, c'est des procédures spécifiques avec des acteurs qui peuvent être différents. Dans le cas de cette recherche d'une protection internationale, la personne va entrer, alors j'ai pas le temps de tout détailler, ce qui est important de savoir en France, c'est qu'on a depuis les années 80, c'était pas le cas avant, mais une première institution auquel on va s'adresser, après avoir déjà dû s'adresser à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile au préalable, mais après on va aller voir la préfecture, puis l'OFPRA, puis la Cour nationale du droit d'asile. C'est l'OFPRA qui va examiner la demande d'asile. La préfecture, elle va de son côté... Alors j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas si c'est local. Donc l'OFPRA va examiner les demandes d'asile. Donc vous allez déposer votre demande d'asile et vous allez rédiger un dossier écrit et vous allez avoir un entretien oral. L'officier de protection va regarder deux choses. Si vous cadrez bien avec les motifs de la Convention de Genève ou avec l'un des motifs de la protection subsidiaire. Et par ailleurs, si il juge votre histoire crédible. C'est les deux éléments, c'est les deux tâches d'un officier de protection. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que vous devez être en capacité d'exprimer votre histoire et de la rattacher aussi dans une certaine mesure
à ces motifs de la Convention de Genève, donc est reconnu réfugié, une personne qui est menacée de persécution en raison de sa religion, de sa nationalité, de sa race, de son appartenance à un groupe social, de ses opinions politiques. Donc c'est les motifs qui font que vous pouvez être reconnu légitimement réfugié. Donc il va falloir réussir à montrer en quoi votre histoire, finalement, rentre dans ces motifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karen Akoka, qui a travaillé sur les archives de l'OFPRA, montre qu'il y a un contexte politique qui joue aussi favorablement ou défavorablement dans la manière dont votre cas individuel est rattaché, autrement dit, dont la Convention de Genève est interprétée. Elle trouve ainsi dans les archives des éléments, vous avez un article qui avait de synthèse qui est paru dans Plein Droit, qui est assez éclairant là-dessus. Donc, à une époque, au moment de la guerre Est-Ouest, il y avait une interprétation beaucoup plus libérale en faveur des demandeurs d'asile qui pouvaient ne pas évoquer directement des motifs politiques pour leur fuite. Qui disaient, par exemple, « j'ai quitté la Yougoslavie ». Les consignes étaient de dire « il vient d'un pays qui est autoritaire ». Donc, regardez avec bienveillance sa demande d'asile. Vous voyez ? C'est un régime dictatorial. Donc, même si la personne n'arrivait pas explicitement, ou qu'elle pouvait peut-être mettre aussi des éléments économiques en évidence, comme motif de migration, on n'allait pas apprécier la demande de la même façon. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment un élément d'argumentation à faire valoir. Donc ça, c'est quelque chose pour réfléchir justement à cette idée du faux réfugié, d'une manière un peu plus historique. De même, on sait qu'à certaines époques, des motifs de persécution n'étaient pas reconnus. Par exemple, il y a eu toute une époque où il était difficile de faire valoir que l'orientation sexuelle était rentrée dans cette notion de groupe social. Ça a été reconnu en 1991 dans une affaire, l'affaire Bourbi. Donc voilà, on a des éléments comme ça qui montrent qu'il y a une interprétation historique de ce statut de réfugié qui est importante à prendre en compte. J'aurais bien aimé vous montrer pour finir, voilà, on dirait que ça marche. Enfin, il faut voir qu'un certain nombre de personnes, on pourrait dire, ont des ressources différentes pour, on pourrait dire, arriver à mettre en forme leur récit, à exprimer leur demande d'asile. Capital social, pourquoi capital social? Parce que, par exemple, il est important aujourd'hui, quand on essaie de faire valoir sa demande d'asile, parfois d'avoir des témoignages. Et avoir un témoignage, ça veut dire mobiliser souvent un réseau. Il sera peut-être plus facile, par exemple, si je suis reporter et puis que j'ai ma carte de presse, d'aller voir du coup une association, Reporters sans frontières, et pouvoir du coup mobiliser ce réseau pour avoir des attestations et rendre plus crédible ma demande. Le capital économique, parce qu'un certain nombre d'une part, en termes d'accueil, pour être dans des bonnes conditions d'accueil, si on arrive à avoir un capital économique, on va être dans des conditions plus favorables pour rédiger sa demande, ça c'est assez basique, mais il y a aussi le coût de l'interprétariat, le fait de pouvoir payer un avocat dont on sait qu'il est reconnu et qui peut aussi exercer en tant que libéral. Le capital symbolique qui est très important, justement, quand on est entre guillemets un fantassin de l'ombre, c'est dans un article de la CIMAD, déjà il y a quelques années, que cette expression était employée. Donc quand on est un fantassin de l'ombre, c'est plus difficile de se faire connaître que si on est une figure publique pour laquelle il y a des articles de presse, etc.
Le capital culturel, là je vous renvoie à un très bel ouvrage de Bourdieu, où il montre qu'on n'est pas tous égaux sur le marché linguistique, hein, ce que parler veut dire. L'habitus bureaucratique aussi, pour ceux qui ont fait de l'accompagnement, vous savez peut-être que pour des personnes qui ont l'habitude de la bureaucratie, elles vont garder leurs papiers, elles vont envoyer en accusé-réception, voilà. Donc ça aussi c'est un élément important. Les ressources psychologiques, on sait que en plus, avec l'allongement des parcours, avec le passage par exemple par la Libye, hein, dont on sait où on sait que les personnes sont particulièrement exposées à des formes de violence, les parcours sont devenus aussi plus traumatiques. Je n'avais pas, il y a 20 ans, de directeur de CADA ou de travailleurs sociaux en CADA qui mentionnait autant la question du voyage, entre guillemets. Aujourd'hui, dans les entretiens que je peux faire avec les accompagnants sociaux, revient par exemple cette idée que les personnes n'arrivent pas forcément à faire leur récit parce qu'elles sont en boucle sur ce qui s'est passé en mer Méditerranée ou en Libye. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très important. Le psychotraumatisme, on sait qu'il a des effets profonds sur la mémoire, sur la capacité à verbaliser, aussi sur la manière d'exprimer des émotions, avec parfois des formes de retrait qui peuvent du coup susciter une interprétation diverse de la part de celui qui entend l'histoire, de se dire bah tiens, cette personne est désaffectée, ça ne doit pas être vrai. Enfin, voilà, il y a des éléments comme ça, donc il y a toute une réception qu'il faut examiner. Les ressources du corps, là aussi, il y a toute une... On a beaucoup travaillé avec Didier Fassin là-dessus, c'était sur cette idée que le corps peut parfois, du coup, devenir le moyen de se faire entendre quand on n'est pas cru. Pourquoi? Parce que quand il y a des cicatrices, avec une attestation médicale qui va attester d'un degré de compatibilité avec des tortures subies, le dossier va être plus crédible. Donc il y a tous ces éléments-là aussi qui peuvent rentrer en compte. Donc tout ça, ça a un effet sur la compréhension de l'épreuve d'éligibilité, sur l'administration de la preuve, sur l'expressivité dans ce récit écrit et dans cet entretien oral. Et puis, dans ces éléments-là aussi, ce qui peut jouer, c'est le fait qu'on accède ou pas à certains services, à une expertise, à des associations, à un réseau d'accompagnants, j'ai envie de dire, dans le domaine social, dans le domaine juridique, linguistique, médico-psychologique. Donc tout ça va avoir des effets, et ça produit des effets sur cette possibilité, à un moment donné, d'arriver à convaincre et obtenir une protection internationale. Donc tout ça pour relativiser cette idée de faux réfugiés. Donc pour conclure, et puis pouvoir débattre, voilà, c'était quelques idées, il y en a bien d'autres à aborder, mais il y a des personnes qui seraient aussi sur d'autres sujets plus à l'aise que moi, parce que moi j'ai travaillé plus avec des demandeurs d'asile et puis des personnes qui les accompagnent, par exemple, que sur d'autres domaines autour de l'interculturel. Donc ça c'est peut-être là-dessus, il y aurait d'autres séances à organiser, j'ai envie de dire. Des facteurs multiples de mobilité qu'on n'a pas abordés autour, alors on a parlé un peu du travail, de l'étude, mais il y a aussi tout ce qui est le rapprochement affinitaire, la retraite, des personnes aussi dans ce système mondial international de santé qui est inégalitaire. Ces motifs, souvent, ils sont imbriqués. Les personnes qu'on rencontre, elles ont des carrières administratives complexes. Ce qui ressort quand même de manière générale, c'est que les États-nations demeurent bien souverains et qu'on a une hiérarchie du droit à la mobilité qui se dessine souvent aujourd'hui en fonction, entre guillemets, des compétences et des talents, comme disait Witold de Wendel. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Merci.